Bonjour à toutes et à tous, vous regardez la télé du salon depuis le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. On est toujours en direct de Montreuil et aujourd'hui c'est déjà la dernière du live. Le live c'est 30 minutes de création et de discussion en direct, mais ne vous inquiétez pas, on va bien en profiter pour cette dernière parce que je suis en compagnie d'Esmé Planchon pour son livre Adolescent pour les adolescents, La neige au rendez-vous, publié aux éditions Bayard. Et je suis également avec la musicienne pianiste Sarah Margen. Je vous laisse en leur compagnie pour une lecture musicale et on en discute juste après. Chapitre 1. Croire au beau temps. J'ai un nouveau paquet de feutres argentés, alors tout devrait bien se passer. Cette année, comme tous les ans, on va chez ma tante, ça va être super. Il faut que ce soit super. C'est Noël, donc c'est super, non? Il n'y a pas si longtemps, c'était clairement mon moment préféré de l'année. Malgré tout, on va l'organiser ce réveillon parfait. Car dans ma famille, Noël, c'est fou, c'est dingue et c'est beau. Oubliez les sapins couverts de guirlandes en plastique inflammables. Laissez tranquilles ces pauvres dindes surgelées, rôties contre leur gré. Évincez pour toujours ce vieux monsieur gênant en costume rouge. Chez nous, on fait des Noëls originaux. On s'applique et on invente les meilleurs réveillons, thématiques, qui émerveillent tout le monde, multicolores et illuminés. Et je sais qu'on peut recommencer cette année. On peut l'organiser, ce réveillon parfait, malgré tout. Surtout avec mon nouveau paquet de feutres argentés. Grâce à leur mine extra fine, l'effet velours promis sur la pochette, comment ne pourrait-il pas tout arranger? L'année dernière, j'étais en 3e. J'avais annoncé que j'étais plus une enfant. J'avais dit que je m'en fichais maintenant de ce réveillon, multicolore et illuminé. Mais cette année, tout a changé. Ma mère m'a demandé 514 fois si j'étais sûre que je voulais faire ça. J'ai dit oui, j'ai souri. Alors me voilà ici, au bout de la ligne 9, à la sortie du métro Mairie de Montreuil. Il y a des guirlandes rouges et dorées qui souhaitent belle fête aux Montreuillois, et à défaut de vraie neige, il y a des bonhommes de neige en plastique aux fenêtres. Tandis que certains vont passer des fêtes dans des chalets en Savoie, des maisons perdues dans la campagne ardéchoise. Nous, on va au métro Mairie de Montreuil, dans la maison atelier de ma tante sculptrice. Et pourtant, ça m'a toujours semblé à des kilomètres de notre appartement du 18e arrondissement. Dans les rues de Montreuil, accompagné du son des roulettes de ma valise sur les trottoirs inégaux, je tente de retrouver l'état d'excitation que j'avais quand j'étais enfant. C'est important. Il fait doux, très doux, trop doux pour la saison. Normalement, il devrait neiger, non? Quand j'étais petite, je crois qu'il neigeait toujours pour Noël. Ou alors c'était dans les films, dans les livres d'images. Je suis plus si sûre. Au bout de la ruelle, le morceau de jardin de ma tante est totalement en friche. Je récupère l'attelé, caché sous le pot de cette plante, peut-être vivante, peut-être pas, qui orne le rebord de la fenêtre. Je chuchote pour moi-même. Ça va bien se passer, Amélie. J'ouvre la porte de l'atelier. Je passe devant les sculptures de ma tante. J'entre pas à gauche dans la véranda remplie d'autres plantes en plus ou moins bon état, ni à droite dans la cuisine jaune et bleue. Je prends l'escalier pour me rendre directement à l'étage, dans la chambre de mon cousin Mishka. Sur la coursive en hauteur, je regarde l'atelier. Je me souviens. Mais j'ai pas le temps de rêvasser. J'ai une réunion d'organisation à préparer. C'est très important. Je m'accroche à cette idée simple. Faire du 24 au soir un moment magique, comme dans un film de Noël, joyeux, comme une double page d'un livre pour enfants. Malgré tout, cette année, c'est moi la plus grande. Et ça n'a aucun sens. Mais peut-être qu'il va neiger. Alors, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à un joyeux Noël, s'il vous plaît.
Chapitre 2. Organiser les orages. Mon cousin Mishka, il ressemble à un petit soleil. Il en a d'ailleurs dessiné un sur la porte de sa chambre à l'étage. Parce que cette année, le thème de notre réveillon, c'est la météo. Thème choisi par Mishka du haut de ses 6 ans. Apparemment, sa maîtresse de CP a une passion pour les soleils, nuages et gouttes de pluie. Ça fait partie des rituels inventés et adorés de notre famille obsédée par les feutres à paillettes et autres activités créatives. Chaque décembre de chaque année, les enfants choisissent un thème. C'est eux qui organisent la fête, font la décoration, le menu et le spectacle. On a fait un réveillon bleu, un réveillon estival, un réveillon Moyen-Âge, un réveillon animalier, un réveillon océanique, un réveillon antiquité grecque. Et cette année, la météo. J'adore ces réveillons thématiques. Enfin, je les adorais. Enfin, disons plutôt que je voudrais les adorer encore. Oui, c'est là que j'en suis. C'est pas très clair, mais c'est comme ça. Dans la chambre de Mishka, j'écris en grand sur le tableau « Réveillon météo ». Je sais bien que ce ne sera pas comme d'habitude, mais je veux tellement que ça marche. Et soudain, j'entends pousser la porte, grimper l'escalier à toute allure. Mishka et Olga débarquent dans la chambre comme un ouragan. Mishka saute dans mes bras. « Bienvenue à la réunion d'organisation !» Je m'exclame avec autant d'enthousiasme que possible. Olga, ma cousine, m'interroge du regard. Elle a exactement mon âge, elle ne me connaît pas par cœur. Elle n'est pas dupe de ma voix légèrement tremblante. Faire la décoration toute seule, c'est vertigineux. C'est difficile de retrouver la fille créative et joyeuse que j'étais il y a 2 ans, il y a 3 ans, celle que j'étais avant. Mais je vais y arriver. Je profite du brouhaha ambiant pour lâcher prise, fermer les yeux 1 seconde. Ces voix-là qui résonnent toutes en même temps, ça ressemble beaucoup à nos réunions familiales habituelles, où tout le monde dessine, joue, danse, chante, se prépare selon la thématique. Moi qui dénigrais tant cette semaine d'organisation. Moi qui avais dit l'année dernière que c'était la dernière fois. Moi qui prétendais que j'étais plus une enfant. Oui, moi, cette année, je veux que ce réveillon soit idéal. J'ai 14 ans et déjà je suis nostalgique. Donnez-moi le parfum des mandarines et le goût de l'enfance insouciante. Donnez-moi nos jours suspendus du 21 au 25 décembre. Et je ferai la plus belle déco météorologique du monde, malgré tout, malgré tout, malgré tout. L'année dernière, convaincue d'être trop grande pour ça, j'ai refusé de participer au spectacle du 24 au soir, de faire la fameuse chorégraphie qu'il avait prévue. La thématique cette fois-ci, c'était l'Antiquité grecque. J'ai à peine aidé pour la déco, j'ai juste découpé de mauvaise grâce des fausses colonnes antiques. J'ai bien sûr refusé catégoriquement de porter cette toge grecque de grande prêtresse. Cette année, je rêverais de pouvoir lui dire « Oui, bien sûr, je suivrai toutes tes idées folles. Allez, allez, embarque-moi dans ton monde. » Mais c'est pas possible. Il est plus là pour m'embarquer dans son monde. Parce qu'en mars dernier, en fin de soirée, mon frère de 17 ans, trop dingue et trop intense, mais surtout trop ivre et trop imprudent, marchait en plein milieu de la route. Une voiture a déboulé, il est mort sur le coup. Et malgré tous les feutres argentés du monde, j'arrive pas à m'en remettre.
Merci Esmé, merci Sarah pour cette belle performance. Je vous invite maintenant à vous asseoir avec moi pendant qu'on s'installe. Je vous rappelle que La Neige au rendez-vous est disponible aux éditions Bayard, ainsi que d'autres romans d'Esmé Planchon. Entrée fracassante des actrices, les histoires, ça ne devrait jamais finir. Et je vous ai même pas dit bonjour. Est-ce que tout va bien ? Bonjour. Quand on voit la couverture du roman La Neige au rendez-vous, on s'attend à une histoire de Noël ultra feel good, ultra légère. Et puis c'est un roman de Noël finalement qui nous parle de deuil. Pourquoi Esmé faire une histoire de Noël avec quelque chose de triste ? Alors c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai pensé direct, je vais écrire une histoire de Noël, une romance de Noël, un truc doux, un truc comme un thé à la cannelle. Et puis en fait, c'est vrai qu'en pensant à Noël, tout de suite, le mot Noël, pour moi, ça a amené tout un tas de choses qui n'étaient pas si joyeuses. Ça a amené tout un tas de choses qui étaient le capitalisme, et puis les familles maltraitantes, et puis le deuil, et puis toutes ces questions-là, enfin tout ce qui va avec Noël. Et le livre est dédicacé à Pour vous dont le cœur se serre à l'approche du 25. C'est un peu l'idée de faire ça. Noël, effectivement, oui, ça amène plein de choses de violent. Et du coup, le livre essaye de réparer un peu, avec un peu de douceur, mais voilà. Oui, vous jouez avec la notion du feel good qu'on associe beaucoup à Noël, aux téléfilms qu'on regarde en préparant les fêtes, à toutes ces histoires très vanillées, très sucrées, très légères. Est-ce que c'est là que vous trouvez votre réconfort, vous, ou alors vous avez des remèdes contre cette mélancolie qui sont différents, Sarah, Esmé ? C'est quoi vos recettes pour vous sentir mieux ? Alors, moi, j'ai jamais trop eu de recettes feel good pour Noël. J'accueille Noël comme il arrive le 24 au soir en famille. Mais c'est vrai que là, je suis fraîchement maman depuis 9 mois et je me surprends à du coup aimer et vouloir retrouver ce sentiment de feel good. Et par exemple, pas plus tard qu'hier, je me suis retrouvée avec ma sœur, toute malade, sur un canapé, dans un bon plaid, avec ma fille dessus, en train de regarder un dessin animé japonais. Et il n'y a pas plus feel good que ça, en tout cas pour moi, et j'ai plutôt apprécié. Et vous, Esmé, vous êtes plutôt team film très léger, ou alors quand vous êtes un peu mélancolique, vous y allez à fond et c'est plutôt des histoires tristes ? Non, mais le livre est pas si triste que ça. Hein. Ah non, là, on dirait vraiment que bam, mais le livre est plutôt doux. C'est plus de la mélancolie que de la tristesse. Moi, je pense qu'il y a une scène dans le livre où elles sont dans la cuisine et elles font du pain perdu à la cannelle. Et donc elles font du pain perdu à la cannelle, une casse-truite là, du repas de Noël très doux avec du sucre, etc. Et puis Stella va raconter une histoire et elle va dire, pour cette histoire, il faut que je sorte le bocal de cornichons du placard. Et elle sort le bocal de cornichons. Et pour moi, c'est une nouvelle arrivée dans la famille d'Amélie, c'est ça, c'est le personnage Exactement. qui arrive cette année-là. C'est ça. Et donc elle sort les cornichons du placard. Elle sort le bocal de cornichons du frigo, plutôt, parce que je crois qu'il faut le garder au frigo. Elle sort le bocal de cornichons, elle me dit, bon, là, il y a... Oui, d'accord, le sucre, mais là, il faut quand même qu'on croque dans un cornichon. Et pour moi, Noël, c'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça pour moi, le feel good. Je mets des guillemets, hein, bien sûr. Le sucre, il faut un peu d'acidité. Ouais, le sucre, il faut un peu d'acidité, ouais, il faut quelque chose piquant. il faut quelque chose d'autre, quoi. Parce que moi, je crois pas que tout va bien, en fait. C'est peut-être ça que vous dites dans votre dédicace aux personnes dont le cœur se serre. En fait, le feel good, c'est peut-être pas mettre du sucre glace sur tout, mais aussi accepter qu'il y a de la tristesse. Et c'est peut-être ça qui est réconfortant, c'est qu'on nous dise c'est ok qu'il y ait de la mélancolie. Enfin, c'est ça qui fait du bien, peut-être. Peut-être. En tout cas, le livre veut réparer. Il veut réparer, il veut consoler, il veut ça vraiment. C'est pas un livre qui veut désespérer les gens. C'est un livre qui veut consoler, mais c'est pas un livre qui veut dire non, vous inquiétez pas, tout va bien, il y a pas de problème. Qu'est-ce que vous croyez, il y a pas de problème. C'est un livre qui dit bon, d'accord, on a ça, il y a ça qui se passe. Bon, va falloir faire avec. Et pour moi, Noël, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, faut faire avec tout ce qu'on a là, tous les drames, toute la violence, il faut quand même qu'on le fasse, quoi. Mais voilà. Et parce qu'effectivement, on se raccroche à cette enfance. Et c'est une enfance fantasmée. Pour Amélie, elle le dit, c'est un truc... Elle imagine ça, mais est-ce que vraiment Noël, c'était si beau, si magique, si pétillant ? On n'en sait rien, en fait, mais elle a envie de pouvoir reprendre ça. Et comment on fait quand ça paraît trop difficile de refaire ? Vous, ça fait 10 ans que vous écrivez pour les jeunes, pour les petits, pour les ados. Qu'est-ce qui vous a emmené sur cette voie, vous qui êtes comédienne ?
Alors, c'est vrai que moi, je lis beaucoup de littérature ado. J'en lisais beaucoup, j'en lis beaucoup aujourd'hui. J'adore ça. Et c'est vrai que quand j'avais 18 ans, avant de vouloir faire ça, avant d'écrire des livres pour les ados, déjà, je me disais que je voulais faire quelque chose. Je me disais un spectacle ou je sais pas, quelque chose qui fasse l'effet des romans ados que j'aimais. Qui fasse l'effet des romans ados. Un livre dans lequel on a envie d'habiter. Un livre dans lequel on a envie de vivre et qui donne des possibilités pour la vie, qui donne des possibles, qui ouvre des possibles, qui ouvre l'imaginaire, qui donne envie de vivre un peu autrement. Et quand on parle aux jeunes, est-ce qu'on peut tout dire à la jeunesse? Est-ce qu'on peut leur parler du deuil? Et comment on fait pour parler de tout aux jeunes? Moi, je parle des choses qui m'arrivent, des choses qui arrivent et qui m'arrivent. Donc, je parle des choses de la vie. Voilà. Après, j'essaye de ne pas désespérer les gens. C'est important pour moi de laisser les portes ouvertes vers quelque chose comme je disais, de doux, de joyeux, de réconfortant, de consolant. Et que ce ne soit pas un livre qui les désespère, un livre qui répare un peu. Après, je peux aimer des livres qui désespèrent aussi. Mais je pense souvent au livre de Colline Pierret qui s'appelle Éloge des fins heureuses. Colline Pierret qui est une autrice jeunesse qui est sur le salon actuellement. Et qui parle de ça, de cette envie-là de faire des fins heureuses, malgré tout. Et pour en revenir à la performance que vous avez fait ensemble, comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux et comment elle est née cette idée de performance voix et piano? Avec Esme, on s'est rencontrés l'an dernier sur un tout autre projet qui s'appelle La Petite Renarde Rusée. C'est un conte musical de Janacek. Dans lequel moi je joue avec d'autres musiciens et Esme conte une histoire par-dessus. Ça parle aussi de la mort. Et ça parle aussi de la mort d'une renarde. Et on a adoré ce projet. Et Esme m'a avoué que pour faire sa première lecture, tu rêvais d'avoir un piano. Tu avais tout de suite pensé... Ouais, même en l'écrivant, je me disais, ce livre, il est doux, il faut un truc avec piano-voix comme ça. Et moi, j'ai trop aimé faire La Petite Renarde avec Sarah, c'était super. Et donc, je l'ai appelé pour lui dire, est-ce que tu as envie de faire ça avec moi? Et j'ai accepté parce que j'adore le principe, j'ai adoré l'exercice et j'ai trouvé ça passionnant de partir d'un texte et d'une ambiance. Et comment vous avez travaillé? Vous avez feuilleté le livre, Esme vous a raconté l'histoire et comment vous avez composé autour de ça? Ouais, moi j'ai composé, en fait j'ai choisi un peu les passages. En fait, on l'a fait cette lecture pour le lancement du livre dans une librairie qui s'appelle La Petite Égypte à Paris, qu'il faut soutenir actuellement, vraiment c'est important. Donc on a fait cette lecture pour le lancement de ce livre et j'ai fait un peu un montage pour Sarah et elle m'a proposé des musiques qui lui venaient avec ce que je lui avais envoyé comme extrait, avec l'ambiance que j'imaginais et ça a marché assez bien vite en fait. C'est très vite, c'était très simple en fait. Oui, c'était plutôt naturel et on était complètement raccord sur cette mélancolie douce qui sort, qui... Nuages et soleil, pluie, arc-en-ciel, quoi. Ça. Ouais. Amélie, le personnage principal de ce roman dont on entend la voix, elle croit se souvenir que quand elle était petite, il y avait de la neige tout le temps à Noël. Et puis, elle réalise bien que c'est un idéal, que c'est un fantasme qu'elle s'est créé. Ce motif de la neige, Esme, il raconte quoi dans le roman? La neige, pour moi, c'est une manière de parler un peu du réchauffement climatique, de la crise, du désastre climatique, enfin de la situation actuelle dans laquelle on est. Parce que Noël, oui, effectivement, on imagine toujours Noël blanc avec toute la neige qui tombe, avec tout couvert de neige, les bonhommes de neige et tout. Et en fait, c'est plus vraiment possible, ça n'existe plus vraiment ça, en fait, à cause du réchauffement climatique. Et en même temps, c'est une image tellement jolie et tellement belle. Et ça, pour moi, ça racontait, parce que je disais tout à l'heure, en fait, de ce qu'on espère, ce qu'on veut comme magie, ce qui est plus possible, comment on fait avec ça, comment on fait avec la situation. De la même manière que quelqu'un est mort, il n'y a plus de neige, donc zut. Oui, comment on fête Noël même s'il fait 15 degrés. Et d'ailleurs, vous avez choisi comme décor à ce roman Montreuil. On n'est pas à New York, à Central Park sous la neige. Pourquoi Montreuil comme décor de roman de Noël? C'était pour inviter au Salon du Livre de jeunesse de Montreuil. C'était spécialement pour nous aujourd'hui? Non, pas du tout. En fait, je change dans tous les livres, je mets une autre ville selon là où je vais faire la lecture. Pourquoi Montreuil? Parce que c'est inspiré d'un vrai endroit, en fait. Moi, j'inspire. Non, dans mes livres, je mets des endroits qui sont un peu des lieux que je connais. Ouais. Je mets des endroits qui sont un peu des lieux que je connais et un petit peu différents, un peu des endroits que je visite, un peu les gens que j'aime, mais pas vraiment.
Et du coup, bah oui, je connais mieux Montreuil que Central Park. Donc c'est Montreuil. Aussi parce que oui, je voulais un peu travailler, je voulais un peu que cette famille comme ça, la famille d'Amélie, c'est une famille très bienveillante, très joyeuse, très inclusive, avec des personnes qui ne sont pas de la famille, c'est une famille, voilà. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'elle soit complètement détruite, malheureuse, mal. Je voulais un peu parler de ça aussi, que la famille a beau être l'idéal pour nous d'une famille ultra bienveillante et en même temps, bah, il n'empêche que là, avec la mort du frère, ça va pas, quoi. Personne Oui, va. on peut pas se préparer à Non, ce genre de personne n'est prêt. tristesse. Et vous disiez, voilà, la neige, c'est un peu cet espoir. Est-ce qu'on peut encore être heureux même s'il neige pas? C'est aussi un roman qui parle de la fin de l'innocence, de l'insouciance, de la fin de l'enfance, en fait. Et dans cette famille, ils se réapproprient Noël, ils essayent de faire cette transition-là malgré la tristesse. La fin de l'enfance, c'est aussi le début de belles choses. C'est aussi le début de l'amour. C'est aussi ça. La neige au rendez-vous, c'est aussi un roman d'amour. Oui, c'est presque une romance de Noël, quand même. Si, ça, on dirait pas là, hein, mais c'est presque une romance de Noël, c'est rose. Oui, c'est le début de l'amour. En fait, le livre raconte aussi comment Amélie, en entrant au collège, elle a tout fait pour pas ressembler à son frère, qui était le fantasque de la famille le plus... c'était lui qui avait toute la fantaisie, etc. Et elle a voulu justement faire l'inverse. Avoir l'air normal, essayer de se, entre guillemets, normaliser. Et avec la mort de son frère, ça rebat toutes les cartes de ça. Elle ne sait plus trop qui elle est et où est-ce qu'elle en est. Et voilà. Et il va y avoir Stella qui va arriver. Stella égale la romance dans cette histoire. Et donc c'est une romance, c'est pas une fille plus un garçon, c'est une fille plus une fille dans La neige au rendez-vous. Est-ce que vous, quand vous étiez adolescente, vous aviez des histoires pour ados, des histoires de Noël avec des amours homosexuels? Alors non, car je n'ai pas 4 ans, donc c'est vrai que c'est assez récent qu'il y ait des personnes queer en littérature jeunesse, en littérature ado. Il y en a de plus en plus, bien sûr. Moi, j'ai lu dernièrement des romances lesbiennes pour ados, dont La sirène et la licorne de Estelle Faye, que j'aime beaucoup, les livres de Anne-Fleur Multon, même Le silence est à nous de Colline Pierret aussi, qui est une romance où il y a des personnes queer. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui de plus en plus est présent en littérature ado. Mais on n'en est pas non plus à un point où il y en a trop, hein, je précise. Et pourquoi c'est important pour les lectrices de cet âge-là, pour les jeunes ados, de se retrouver dans les histoires qu'ils et elles lisent? Moi, je pense qu'en tant qu'ado, j'ai beaucoup cherché ça dans les livres. J'ai beaucoup cherché des personnes queer dans les livres que je trouvais pas. J'ai beaucoup regardé les quatrièmes de couverture en me disant là, ça va être pas du tout, c'était pas ça. Enfin, j'ai beaucoup cherché ça en tant qu'ado. À une époque où, à part Oh Boy de Marion Muraille, il y avait quand même, et Kiss de Jacqueline Wilson, il y avait quand même très peu de représentation de personnes queer dans les livres ados. Et c'est aussi une façon de se réapproprier l'image qu'on a de la famille, cette notion de famille traditionnelle. En fait, là, vous la déconstruisez complètement. J'essaye un peu, ouais. J'essaye un peu. Le livre parle aussi de ça, puisque je spoil un peu, mais il y a un personnage dans l'histoire qui vient d'une famille maltraitante, justement, sur ces questions-là. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on va recomposer? Comment est-ce qu'on va faire pour recomposer ça? Comment on peut encore aimer Noël quand ça a été le lieu de la norme, de la normativité, un truc étouffant? Ça peut être très étouffant, les fêtes. Voilà. La famille, ça peut être très étouffant aussi. Moi, j'ai écrit le livre. Quand j'écrivais le livre, je lisais le livre d'une amie à moi qui s'appelle Blondine Wrinkle, qui s'appelle La Faille, où elle parle justement de ça, des familles étouffantes, de quand on a besoin de sortir dehors, de prendre l'air de ça. Et donc, je voulais proposer autre chose, de dire on peut peut-être reconstruire un truc, ce sera pas parfait, ce sera pas génial. Tout le livre ce sera pas parfait, ça marchera pas. Malgré tout, on peut y arriver. Donc, quand même reconstruire une famille à nos manières, pas forcément une famille, peut-être des amis, peut-être des amours. Enfin, j'en sais rien, quoi. Et dans la famille d'Amélie, justement, ils réinventent Noël tous les ans puisqu'ils choisissent un thème chaque année. Avant qu'on continue la performance, je voulais vous demander à toutes les deux si vous avez des traditions de Noël différentes qui n'appartiennent qu'à vous, qui font que Noël est unique dans vos maisons. Moi, j'ai pas particulièrement de tradition un peu originale. Si ce n'est que juste de retrouver ma famille, parfois des amis. Et on se retrouve soit dans notre maison de famille, soit à Paris. Non, c'est tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Mais il m'est déjà arrivé de passer un Noël à Berlin. Je me souviens, à l'époque, ma sœur vivait en Allemagne.
Et on s'était retrouvés sous des mètres de neige où c'était vraiment là le Noël cliché et qui n'était pas des plus agréables dans mon souvenir. Donc, Et vous, Esmé, est-ce que vous avez des traditions étranges de Noël? Moi, j'ai écrit ce livre pour faire croire ça, je crois, pour me faire croire ça à moi-même, pour m'inventer mon Noël idéal, que je vis pas forcément, mais c'est vrai qu'avec mon frère, on fait toujours un spectacle quand même, très souvent. Ouais, mais après, c'est juste parce qu'avec mon frère, on fait des spectacles. Mais Noël, c'est toujours un moment difficile un peu pour moi. On sait jamais trop comment on va faire pour que ce soit bien. Bon, on va essayer de se mettre un peu de baume au cœur alors avec la deuxième lecture musicale. Oui, allons-y. Je vous invite à rejoindre vos postes de performance et en attendant, je vous rappelle que La Neige au rendez-vous est disponible aux éditions Bayard dans toutes vos formidables librairies de quartier, dans vos librairies de proximité. Et c'est une formidable idée de cadeau de Noël pour les adolescentes et adolescentes de votre entourage. À tout de suite. Chapitre 22. Danser sous l'averse. Ma vie, c'est comme un bulletin météo où on s'en trouve tout le temps. Un temps perturbé et changeant. Un hiver trop doux et un été pluvieux. Alors, il faut inventer nos prévisions intimes et la météo de nos vies. Mon frère, c'était une tempête, un ouragan, un vent de folie qui emportait tout et bouleversait nos vies. Mishka, c'est un petit soleil sur pattes. Olga, c'est un temps tourmenté. Stella, c'est clairement un orage, avec ses coups de tonnerre et ses éclairs de génie. Quant à moi, Amé, moi qui voulais tellement être le soleil, moi qui suis parfois la pluie, je peux être l'arc-en-ciel. Croire au beau temps, organiser les orages, anticiper l'anticyclone, chasser les nuages, passer entre les gouttes, boire le brouillard, repeindre le ciel, jouer aux rayons de soleil, crier dans le vent, sculpter les nuages, se protéger des tempêtes, ouvrir des parapluies, bronzer au soleil d'hiver, souffler avec le vent, attraper un coup de soleil, assombrir l'éclaircie, s'habiller en ciel gris, faire face aux ouragans, faire entrer le soleil, admirer le déluge, pleurer toute la pluie, danser sous l'averse, vivre en arc-en-ciel. Chapitre 23. Vivre en arc-en-ciel. Le réveillon est totalement arc-en-ciel. C'est une soirée où il pleut fort dans nos cœurs et où pourtant le soleil surgit et nous éblouit. C'est pas du tout la soirée joyeuse et insouciante dont j'avais rêvé. Ça n'a pas tout à fait ce goût d'enfance, aux écorces de clémentine, quand l'on croit que rien de grave ne pourra jamais nous arriver. Et de toute façon, j'ai oublié quel goût ça avait. Je suis même pas sûre que ça ait vraiment existé un jour. Ce que je sais, c'est qu'on était tous embarqués, que la tempête a eu lieu et qu'on a tous chaviré. Maintenant, c'est peut-être le calme après la tempête, mais on ne pourra plus faire semblant. Alors ce soir, il pleut dans nos cœurs.
Chacun fond en larmes à un moment différent. Mais il y a aussi des rires et du soleil partout, malgré les nuages noirs qui nous accompagnent. Malgré, ou plutôt avec, la tristesse. Parce que c'est facile de dessiner des gouttes de pluie au feutre argenté quand on ne pense pas aux inondations ni aux pluies acides. C'est facile d'être comme le soleil quand ça pleut pas dans nos cœurs. C'est facile de fêter Noël quand personne n'est mort. Mais cette année, c'est vraiment difficile. C'est difficile de prendre quand même la boîte de feutre argenté et tout en sachant le danger des inondations, dessiner des gouttes de pluie quand même, avec application, en brillant comme le soleil, quand même, en y trouvant du plaisir, quand même. Ce soir, j'en suis là, à accepter que la vie, ce sera tout le temps comme ça. Catastrophe fracassante et douceur réconfortante. Grand drame et petit sourire. Pluie et soleil. Réveillon arc-en-ciel et vie arc-en-ciel. Et comme le dit Stella, après tout, ce sont les couleurs du drapeau LGBTQIA+. Quand le spectacle commence, la machine à brouillard est allumée. Les jumeaux présentent tour à tour chaque numéro. Poèmes, chansons, numéros de magie. Tout est un peu raté et tout est un peu bien. Bien sûr, mon frère manque fort dans tous ces numéros et tout le monde le sait. Le spectacle, c'était son domaine à lui. Mais entre un rire et des larmes, il y a le temps de chanter. Je dirais même qu'il faut chanter. Je serai ton soleil d'hiver, tu seras mon orage d'été. Je ferai tout ce que tu veux faire, même s'il fait trop chaud pour s'aimer. Je serai ton édredon, la doudoune sur ton crop en coton, quand tu te tromperas de saison. Tu seras mon bandana, la brise fraîche sous ma parka, quand tu te tromperas de climat. Je serai ton soleil d'hiver, tu seras mon orage d'été. Je ferai tout ce que tu veux faire, même s'il fait trop chaud pour s'aimer. Je serai ton éventail, un vent de folie qui déraille, quand tu me diras que ça caille. Tu seras mon radiateur, ma cabine d'autobronzeur, quand je serai tout en sueur. Je serai ton soleil d'hiver, tu seras mon orage d'été. Je ferai tout ce que tu veux faire, même s'il fait trop chaud pour s'aimer. Je serai ta soupe à l'oignon, ton velouté de potimarron, quand t'en auras marre des glaçons. Tu seras mon sundae divin, mon sorbet au romarin, quand je me lasserai des gratins. Je serai ton soleil d'hiver, tu seras ma orage d'été. Je ferai tout ce que tu veux faire, même s'il fait trop chaud pour s'aimer. Je serai ton parasol, ta crème solaire qui colle, quand tu me trouveras un peu folle. Tu seras mon parapluie, mon caouet dans les éclaircies, quand je te trouverai jolie. Je serai ton soleil d'hiver, tu seras mon orage d'été. Je ferai tout ce que tu veux faire, même s'il fait trop chaud pour s'aimer. Je serai ton soleil d'hiver, tu seras mon ange en été. Je ferai tout ce que tu veux faire, jamais trop froid pour s'aimer.
Merci Esmé Planchon et Sarah Margaine d'avoir été avec nous pour cette dernière émission. Merci pour cette jolie chanson, la bande-son de La Neige au rendez-vous aux éditions Bayard. Chanson de moi et Pierre Guévaudon, pardon. Ça va très bien avec La Neige au rendez-vous que vous pouvez donc retrouver dans toutes vos librairies dès à présent. Et merci à vous de nous avoir suivis cette semaine sur le live. C'était la dernière. Le salon, ça continue demain. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis pas à demain, je vous dis à l'année prochaine.